Euh, voilà, donc je suis en train de voir pour pouvoir partager avec vous les nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le domaine de healthcare. Bon, maintenant, d'une partie générale, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons intégrer ce domaine-là que ce soit domaine intelligence artificielle ou bien domaine neural network ou bien aussi domaine grandes données qu'on appelle couramment le big data. Donc, nous sommes en train d'essayer de voir si, bon, ce serait possible d'aller auprès des gouvernements, surtout des gouvernements africains, pour pouvoir partager cette nouvelle technologie avec eux. Bon, le premier sujet était un peu sur les clouds, mais bon, on avait déjà discuté sur ce sujet. Comment est-ce que les grandes données peuvent réduire le coût d'hébergement des données au niveau des clouds? Quand on dit cloud, bon, ce n'est pas un nuage en tant que tel, mais c'est d'une manière virtuelle auquel bon, la technologie traditionnelle était en train de conserver les données sur les disques durs, les grands ordinateurs, les grandes mémoires, ou bien aussi, si vous prenez l'exemple, dans nos hôpitaux, la plupart du temps, c'était d'essayer de mettre les données dans des livrets. Et on partait garder ces livrets-là, ces données-là, dans des grands endroits où, bon, et pour pouvoir préserver ça. Mais maintenant, nous avons dépassé cette étape. Voilà, dépasser cette étape pour entrer dans les méthodes de mémoire et sauvegarder dans les mémoires, jusqu'à dépasser la période des mémoires pour entrer au niveau des modèles virtuels où les données sont bien conservées. Voilà, donc le premier sujet était en tant que tel de discuter comment est-ce que nous pouvons réduire le coût d'hébergement des données. Surtout, nous avons une population qui sera l'une des plus grandes populations en évolution exponentielle dans les années 2050, dans les années 2050. Voilà, donc cette perspective, il faut que les gouvernements africains s'apprêtent et que les experts de la médecine, les experts des populations, les experts des statistiques s'associent ensemble pour voir en quelle mesure est-ce que nous pouvons tant au mieux et pouvoir faire quelque chose, concrétiser quelque chose. Si vous regardez un peu paradoxalement nos pays africains, la plupart hébergent leurs données en Europe. Ça veut dire quoi? Il y a un grand risque. Ceux qui hébergent ces données là-bas, bon, vous ne pouvez pas donner en tant que tel des droits de propriété, mais ils peuvent manipuler ces données-là d'une manière à leur guise et vous donner, bon, par exemple, une prédictibilité qui n'est pas bonne ou bien, bon, vous faites donner des conseils de gestion administrative qui n'est pas bon, ou bien des conseils de gestion gouvernementale qui part en contradiction avec les normes qui sont déjà là sur le terrain. Voilà. Bon, maintenant, si nous parlons un peu sur les coûts, si vous prenez Google Cloud Computing, le GCP, ou bien vous prenez les AWS qui est Amazon Web Service, voilà, c'est des plateformes-là déjà. Et bon, on a ajouté d'autres plateformes qui sont des sous-plateformes qu'on appelle MongoDB, ou bien bon, utiliser certains Apache Spark et puis les Hadoop là. Voilà, on peut utiliser ces outils-là pour pouvoir au moins générer et puis faire des calculs, des computationnels qui sont un peu plus rapides que le cerveau humain. Voilà, donc on peut faire des analyses computationnelles ou bien bon, des calculs algorithmiques mathématiques pour pouvoir donner des conseils pour nos gouvernements. Et encore, on va rentrer, il y avait beaucoup d'aspects qui étaient un peu dedans, bon, je ne vais pas trop rentrer à cause du temps qui est là. Bon, beaucoup de gens nous ont pris un peu au parcours, en mi-parcours. Bon, nous tirons un peu vers la fin, mais nous allons rentrer maintenant en profondeur sur l'aspect, quel est l'impact des grandes données et neural network sur le système médical. Et quand nous prenons ça, bon, nous avons essayé d'expliquer le système traditionnel. Ce système traditionnel qui actuellement a des faillites. Vous avez gardé les données des gens dans des papiers. Si un jour, bon, qu'on appelle les archives, les départements d'archives où vous avez gardé ces documents, si un jour il y a un feu qui est là, le feu brûle tout le département, ça veut dire que vous avez perdu
des données de plus de 30 années, des données de plus de 40 ans. Et ça, c'est une grande perte et ce serait difficile de récupérer ça. C'est pour cela que nous parlons qu'au lieu de garder ça dans les archives, on va essayer de garder ça dans le monde virtuel. Pour ne pas que, bon, sécuriser, premièrement, sécuriser et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas une capacité limitée sur la conservation de ces données-là. Voilà. Mais, et deuxièmement, nous allons parler d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? On parle d'intelligence artificielle lorsque vous combinez les grandes données avec les modèles analytiques qui peuvent vraiment donner quelque chose d'automatisation. Voilà. Quand on parle d'automatisation de quelque chose, ça veut dire que les données, les êtres humains ont pris les données, ajouté ça maintenant en analytique au niveau, en terminologie analytique pour pouvoir générer quelque chose, un résultat concret qui peut donner une automatisation. Voilà. Et puis, bon, nous sommes en train aussi de parler de deep learning. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qu'on peut combiner les modèles d'intelligence artificielle au deep learning pour pouvoir essayer d'aider nos gens qui sont dans le domaine médical. Par exemple, si les docteurs viennent et nous disent, OK, voilà les faillites. Les faillites, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On essaie d'appliquer l'intelligence artificielle pour les aider. Un autre exemple, ça c'est ma spécialité. Voilà. Un autre exemple, c'est la gestion des staffs au niveau des hôpitaux. Souvent, vous arrivez à programmer quels sont les staffs, les nurses qui vont faire ça et ça, les infirmiers qui doivent faire ça, les spécialistes qui doivent faire ça et faire ça. Mais alors que si vous appliquez l'intelligence artificielle, ça permet de vous donner un programme très clair, très précis et de faire une prévision de gestion du capital humain au niveau des hôpitaux. Et ça devient ça devient très moins situé au niveau des cliniques. On ne parle pas au niveau étatique, mais au niveau des cliniques. Mais au niveau étatique, les hôpitaux privés ou bien les hôpitaux publics, on peut essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer les domaines personnels médicaux pour permettre aussi une efficacité de la main-d'œuvre. Vous avez, si le travail est mal organisé, un travail qui peut être fait par 50 personnes, vous allez le faire à 200 personnes. Et l'intelligence artificielle nous déconseille ça. Tu vois? Donc, ça nous donne une guide. C'est comme un outil de guide pour nous permettre de gérer ces modèles-là. Et encore, qu'est-ce qu'on va parler? Le deep learning. Le deep learning en tant que tel, pour être un peu plus clair, c'est un mécanisme qui permet la rapidité, que ce soit au niveau des constructions des projets médicaux, des projets, par exemple, une pharmacie ou bien une structure privée médicale qui veut au moins inventer un médicament. Comment est-ce que le deep learning peut aider? Le deep learning permet à cette capacité de pouvoir générer les données d'une manière très rapide qui dépasse la capacité de l'intelligence humaine. Vous voyez, vous êtes en train de faire une étude pour pouvoir trouver un vaccin. Bon, par exemple, actuellement avec les vaccins coronavirus. Vous voyez, si ça tenait qu'aux hommes de faire des réflexions, de faire des prédictions, de faire aussi des analyses et des risques qui courent derrière ces vaccins, ça allait nous prendre tout au moins 2 ans. Mais alors qu'avec le deep learning, il s'agit seulement de prendre un échantillon de données, vous les mettez, vous faites une prédiction de ces données et maintenant vous cherchez à voir les risques en cours au niveau de ça. Et c'est un peu très rapide. Voilà. Au niveau des neural networks, les neurones, comme vous le constatez, c'est comme le cerveau humain. Le cerveau humain avec les nerfs qui sont calibrés autour de ce cerveau humain-là et qui travaillent en relation où le nerf qui permet le mouvement des corps humains avec les nerfs qui permettent de penser. Tout ça, ce sont des trucs qui ont un peu de relations. Voilà. Donc, chaque nerf a une relation avec un autre nerf et c'est ça qui forme le neural network. Mais en tant que très clair, comment est-ce que ce neural network-là peut aider le monde de la médecine? C'est ce que nous allons détailler un peu plus. Voilà, nous allons un peu descendre comme l'air part un peu rapidement. Nous allons un peu descendre pour comprendre un peu d'autres terminologies. Voilà, quand vous prenez les domaines healthcare, vous voyez, donc le domaine médical, on va parler de la télémédecine. Aujourd'hui, le monde a évolué, où les docteurs sont plus, les clients ou bien les malades sont plus obligés de marcher, aller dans des hôpitaux ou bien d'appeler un taxi, venir les chercher.
Le monde a tellement évolué. Donc, on est arrivé à un stade où la télémédecine, où quelqu'un s'assoit chez lui, il est à côté de son ordinateur, et puis, bon, il explique son problème à un docteur, le docteur fait un diagnostic de ça, et puis maintenant, il fait des propositions. Par exemple, vous êtes à la maison, vous avez la toux, vous touchez beaucoup, la couleur de votre toux, et la couleur de vos yeux, bon, les douleurs, les niveaux de douleur. Ça, ces données-là, c'est ça qu'il faut, quand on parle de big data, c'est la collection de toutes ces informations qui nous donnent des données. Et en fonction de ces données-là, le médecin essaie de voir quels sont les aspects, quels sont un peu les symptômes qui relient à ce que vous venez de citer là. Et puis maintenant, il vous fait une prescription. Ça permet d'aller un peu plus vite. Mais maintenant, et la stratégie aussi de planning que nous avons déjà parlé, au niveau que ce soit staffing ou bien que ce soit autre chose encore. Voilà. Et d'autres points aussi, nous parlons de prévention d'opioïdes et puis des médicaments. Il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui prennent des médicaments, ils sont devenus très addictifs jusqu'à ce qu'ils ne peuvent plus se contrôler et l'addiction devient de plus en plus très dangereuse, à tel point que c'est difficile de contrôler ces personnes-là. Les grandes données nous permettent de faire ça et nous permettent de prédire et aussi bon, de cibler les populations de risque. Quelles sont les zones de risque auxquelles où les abus sur la médecine est très récurrent. Voilà, les grandes données permettent de cibler ces modèles de population-là en vue maintenant de pouvoir lutter contre ça. Voilà. Et puis, autre chose encore, comme on l'avait dit, la prédiction d'analytique, bon, ça, on va sauter ça. Et puis, fraude. Au niveau des fraudes, vous voyez, le monde médical aussi, c'est bon, c'est admiratif, mais aussi, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de fraudes. Au lieu que, bon, vous allez partir chez un docteur où il n'y a pas d'informations très claires comme ça sur la facturation de ces services. Imaginez un docteur, quelque chose une chirurgie, une opération chirurgicale qui devrait vous coûter 75 000, va vous coûter bon, 500 000. Vous voyez, il y a un manque de transparence dans le monde médical souvent de temps en temps. Et c'est cette manque de transparence-là que les grandes données essaient de résoudre ce problème de manque de transparence-là. Maintenant, si on a des grandes données qui sont déjà exposées où vous regardez tel ou tel docteur propose ses services de chirurgie et cancérique, ou bien chirurgie intestinale, chirurgie et cervicale, et les prix sont déjà déposés. Vous comprenez les prix de ces services-là. Je pense que bon, ça ne va pas vous donner une surprise sur la facturation. Et bon, maintenant aussi, nous parlons de la gestion des patients. Et il faut qu'ils soient des malades, qu'ils soient des gens qui ne sont pas malades ou bien qui cherchent des conseils médicaux, les grandes données et les machine learning, l'intelligence artificielle vous permettre d'être engagé avec votre docteur, et surtout si vous êtes à côté d'un ordinateur, d'une tablette ou bien bon, avec votre téléphone, ça vous permet de dire certaines choses qu'en face du docteur, vous n'allez pas avoir le courage de dire ça au docteur. Ça vous permet de dire ça au docteur. Voilà, docteur, je n'arrive pas à bien uriner, je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à faire ça. Et ça, cet engagement-là vous donne ce courage-là d'expliquer en fond profondeur ce qui ne va pas au docteur. Parce que c'est un monde virtuel où le docteur ne vous regarde pas tout droit aux yeux. Et vous avez ce courage. Voilà. Aussi, nous allons parler de développement des thérapies. C'est des choses, le deep learning et puis les algorithmes nous permettent de résoudre ça. Et puis, l'optimisation aussi des admissions au niveau des centres d'urgence. Bon, c'est un cas, bon, par exemple, les centres d'urgence, c'est plein. Les gens ont eu des accidents, les gens ont eu tel ou tel problème, ils sont dans des urgences. Mais il arrive de temps en temps que les urgences ont des problèmes de gérer les patients. Supposons une urgence qui doit au moins accueillir 100 personnes comme ça dans chaque semaine. Et c'est mal géré. Si c'est mal géré et que les staffs qui sont là les docteurs, les infirmiers qui sont là pour pouvoir gérer les 100 personnes là, ne sont pas en capacité de travailler dans des conditions les plus efficientes pour résoudre. Bon, vous allez comprendre qu'il y aura des lenteurs de service. Quand on parle de lenteurs de service, vous allez être admis dans des centres de santé d'urgence et vous n'êtes pas pris en charge, vous souffrez de douleurs et bon, il n'y a pas un médecin pour vous traiter rapidement. Voilà. Donc, c'est l'importance des grandes données qu'on appelle les big data qui permettent de résoudre ces problèmes-là. Et puis l'apprentissage, le développement d'apprentissage intellectuel
Tout ça, nous avons déjà vu ça. Les enfants apprennent par les moyens de technologie, les tablettes, les téléphones, les computers, les ordinateurs. Donc, actuellement, le monde est devenu très simple auquel où les enfants apprennent, ils ont l'accessibilité de ces devices-là, de ces appareils-là. Mais maintenant, ces appareils, est-ce qu'ils tiennent seulement au monde social? Non. Ils contiennent, c'est-à-dire ils ont un aspect positif au niveau des trucs médicaux aussi, parce qu'actuellement, vous pouvez prendre la température de votre grand-mère avec des petits appareils comme ça, puis communiquer ça au docteur. Vous pouvez faire une vidéo pour montrer quelque chose au docteur. Vous pouvez faire de telle sorte que vos données sont prises lorsque vous êtes en train de dormir. Voilà. Tous ces calculs-là, ces données, ces trucs d'informations qui viennent automatiquement, que ce soit dans les ordinateurs ou bien dans des trucs, ça permet directement au docteur de faire une analyse rapide. Voilà. Et c'est de ça qu'on est en train de parler des grandes données. Voilà. Nous allons aussi intervenir sur les risques et gestion des maladies qui sont très dangereuses, telles que le coronavirus. Actuellement, sans l'intelligence artificielle, sans le deep learning, sans les grandes données, vous allez voir que la gestion des préventions, ou bien la gestion des traitements des maladies telles que le coronavirus allait être très, très compliquée. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous avez dans les centres de santé, vous avez des petits appareils où on vient, on pointe ça sur le front, ça vous donne directement votre température. Ça permet de faire passer les gens plus vite que de pouvoir laisser la personne s'asseoir, mettre des trucs, prendre sa température. Ça prend du temps comme ça. Vous voyez, donc en termes généraux, les grandes données, l'intelligence artificielle permet vraiment une prise en charge des risques et puis de la gestion des maladies contagieuses, que ce soit Ebola. Ebola n'a pas eu la chance d'avoir bénéficié de ces technologies, mais d'une manière générale, les gens ont partagé ces informations sur des plateformes de réseaux sociaux, qui est d'une part aussi l'un des outils technologiques qui a permis de gagner en temps. Voilà. Donc, au niveau de l'amélioration des productions, on a parlé de ça et on a parlé de la productivité, le monde imaging. Voilà, donc au niveau des scannages, actuellement, vous avez des machines très, très performantes qui permettent de scanner les malades. Vous avez aussi des machines très, très performantes qui permettent, la femme est en grossesse, on détecte déjà les problèmes qui sont dans l'enfant, quand l'enfant est encore dans le ventre de sa maman, pour pouvoir voir est-ce que l'enfant court des risques des maladies cardiaques, des maladies crâniennes, des maladies cardiovasculaires et des maladies tensionnaires. Bon, tout ça là, les big data permettent de résoudre ces problèmes-là. Est-ce que vous voyez? Et le scannage est devenu tellement très rapide que vous n'avez pas besoin d'attendre des résultats de laboratoire qui vont prendre des journées pour pouvoir donner une interprétation de la part du docteur. Actuellement, c'est le temps réel, ce qu'ils appellent le temps réel. Et parlons d'ailleurs du temps réel. La généralisation des données en temps réel, ça c'est quelque chose dans les grandes données qui permet de gagner, telles que les alertes. Vous avez une maman qui est malade, ou bien elle ne se sent pas, elle est devenue vieille, vous êtes parti au travail, la maman est à la maison. Bon, elle a un petit appareil accroché au cou, elle est tombée, il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Elle peut juste appuyer un petit bouton comme ça pour déclencher une alerte qui va appeler la police, l'ambulance, les hôpitaux, tout ça là pour venir la prendre en charge. Vous voyez, donc cette technologie est très, très importante lorsque nous l'utilisons avec vraiment les moyens très, très bons. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler? Le traitement des cancers, et voilà, pour finir, nous allons parler des traitements des cancers et consorts. On ne parle pas seulement des cancers, on parle des maladies cardiovasculaires, on parle aussi des tensions, on parle des diabètes, on parle de quoi? Il y a toutes ces maladies-là qui sont là, que les grandes données permettent de traiter maintenant avec vraiment une précision. Et ça, cette précision-là, le fait de savoir que c'est un cancer de tumeur et permettre avec une précision de chirurgie et de résoudre ces problèmes-là, c'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, nous allons maintenant finir en parlant de qu'est-ce que les grandes technologies nous offrent encore en dehors, pas seulement en dehors du monde médical, mais en parallèle avec le monde médical. Vous voyez,
quand on parle des maladies, on parle des trucs, il y a quelque chose qui est là, l'aspect préventif. Tant que cet aspect préventif n'est pas vraiment négocié, vous voyez que nous allons toujours courir à ces maladies. Bon, parlons de l'aspect pollution. Si vous avez la pollution qui va vous donner du cancer, des maladies pulmonaires, des maladies cancéreuses, des temps, beaucoup de choses, des défections au niveau du monde de la naissance des bébés. Tout cela, on peut prévenir ça avec les grandes données ou bien les deep learning ou bien aussi l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous prenez les compagnies telles que Tesla, telles que NAO, telles que BMW, Mercedes. C'est des compagnies qui ont intégré l'agrément de Paris sur les changements climatiques. Et les gouvernements sont obligés d'être poussés à donner des subsides, de donner quand même beaucoup d'argent pour pouvoir permettre aux ingénieurs de construire des automobiles qui n'émettent pas le dioxyde de carbone dans les airs pour que les gens respirent et puis prennent. Mais quand on parle de Tesla, quand vous prenez les voitures de Tesla, ou bien quand vous prenez les voitures d'intelligence, mais ce sont des voitures qui sont conçues à base des données. Hein? Les freinages automatiques, les sensors, tout ça là, c'est ça on appelle intelligence artificielle où la voiture voit un danger, la voiture freine avant que vous-même vous mettez les pieds sur les freins. C'est ça l'intelligence artificielle. Il n'y a pas grand chose. C'est tout ça. C'est la simplicité de l'intelligence artificielle. Vous voyez, la technologie permet de détecter toutes ces choses-là. Donc, avec les voitures électriques, il n'y a pas émission de gaz de serre et la couche d'ozone est protégée. Les gens sont moins malades. Voilà, moins malades des rayons, des bio-rayons ou bien d'autres trucs. Et c'est tout cela qui nous donne vraiment qui nous donne le côté positif des grandes données. Voilà, vous voyez. Donc, vous prenez les BMW aussi, les Mercedes, et tous, ils sont en train de vouloir intégrer dans le système maintenant. Vous voyez. Vous prenez ces voitures-là, ces voitures, quand ils voient le feu rouge, ces voitures s'arrêtent automatiquement seules. Ces voitures voient un passant au bord de la voie, ces voitures s'arrêtent, tant que même les conducteurs n'interviennent. Les animaux, les arbres tombés sur la voie, tout ça là, ça permet de reconnaître ça en utilisant les algorithmes, voilà, les données mathématiques et statistiques. Voilà. Donc, actuellement, nous allons s'arrêter là et ça a été vraiment un sujet très, très important. Donc, ceux qui veulent adhérer, c'est les nouvelles technologies actuelles qui sont vraiment en mode et qui vont vraiment faire du monde un monde de plaisir, un monde très bon, un monde sécurisé. Et voilà. Il y a beaucoup d'autres domaines et tout ce que j'ai parlé, les domaines dont j'ai parlé, ça, c'est peut-être que je ne suis même pas rentré dans la moitié de ce que l'intelligence artificielle et les grandes données peuvent ouvrir, donner comme ouverture d'opportunités au futur. Nous allons encore parler de l'aspect sécurité, peut-être dans les prochaines, où la ville de New York, à travers les data-driven, quand on parle de data-driven, c'est aussi un aspect de la technologie, de la nouvelle technologie, qui permet aussi à la police de détecter les visages des criminels avant qu'il soit trop tard. Ça permet d'installer les caméras et les machines électriques, que ce soit au niveau de votre maison, et les réfrigérateurs, les micro-ondes, tout cela, pouvoir les équiper à des caméras. Les télévisions intelligentes qui permettent aussi de sécuriser votre maison, les alarmes, tout cela. Donc, c'est de l'aspect sécuritaire de l'intelligence artificielle que nous allons parler et voilà après. Donc, nous allons nous arrêter là pour ne pas prendre votre temps. Voilà, merci.